Je m'appelle Magda Maoui, je suis urbaniste géographe. Mes recherches portent sur une approche comparative à la production publique-privée du parc social en France et aux États-Unis, mais plus largement en Amérique du Nord et en Europe. J'applique des outils quantitatifs et qualitatifs pour essayer de comprendre les jeux d'acteurs, les logiques de gouvernance, les mutations et les restructurations qui touchent cette production d'espaces résidentiels dans les deux contextes. Et je m'appelle Nora Nafa, je suis géographe également. Cette année en postdoctorat à l'Université de Strasbourg, j'ai réalisé une thèse en géographie de l'éducation urbaine à l'Université de Perpignan, dans laquelle je me suis attelée à étudier les politiques éducatives dans les villes américaines, et notamment à Philadelphie et à Atlanta, et à étudier les processus de néolibéralisation et de privatisation de l'éducation publique, et comment elle participe à la fabrique urbaine et à la transformation des territoires, soit dans des logiques de marginalisation ou de gentrification. La table ronde que nous avons du coup co-animée, Nora et moi, s'intitule Questions urbaines, quelle transaction derrière la production publique-privée des espaces urbains en Amérique du Nord et plus spécifiquement dans les villes états-uniennes. Cette table ronde, elle tentait d'approcher de plusieurs manières différentes catégories spatiales, différents objets de la géographie et de l'urbanisme pour comprendre justement les grandes tendances, permanence, mutation en matière de production croissante, publique-privée d'espaces urbains. Ce qu'on a essayé de regarder du coup, c'est à la fois les acteurs, les outils et les impacts aussi de cette production publique-privée de différents types d'espaces, espaces résidentiels, espaces scolaires, espaces publics, espaces verts. On a pensé également au système de transport. Et le croisement des différents cas d'études nous a permis de réfléchir à un gradient qui est celui de la production publique-privée des espaces urbains, puisque selon le rôle plus ou moins important de l'acteur privé, on va avoir des impacts plus ou moins forts en matière de production des inégalités socio-spatiales, en matière de logique redistributive, et du coup, in fine, en matière d'impact à plus ou moins long terme en ce qui concerne l'accroissement des logiques de polarisation des villes états-uniennes. Donc on a eu plusieurs intervenants pour cette table ronde et deux étaient présents aujourd'hui. La première est Florence Nussbaum, qui est maître de conférence à l'université Jean Moulin Lyon 3, donc à Lyon, et qui est géographe, dont la thèse a porté sur l'étude des logements vacants dans les villes américaines à Houston et à Chicago, et qui a travaillé sur sur la place du vide en fait dans les grandes villes et sur ce que ce vide fait à la ville. Le second intervenant était Mathieu Chorum, qui lui est également docteur en géographie et postdoctorant à l'université Marne-la-Vallée Créteil, et qui a fait une thèse sur les transports aux États-Unis et notamment sur les grands réseaux de transport publics aux États-Unis. Donc pour cette table ronde, on a choisi de poser 3 questions assez transversales à nos intervenants sur la question de la production publique-privée dans les espaces urbains. Et la première question, en fait, elle portait tout simplement sur quelle place occupait cette thématique dans leurs travaux de recherche, et notamment dans leur thèse. Donc ils ont tous les deux développé plusieurs exemples en lien avec leur thèse ou d'autres exemples qu'ils ont développés par la suite aux États-Unis. Donc pour Mathieu, lui, il a travaillé principalement sur le cas des gares, des grandes gares, et notamment la place des gares dans les quartiers centraux. Et il nous a montré comment progressivement cette articulation publique-privée est de plus en plus importante dans les grandes villes américaines, dans ces quartiers de gare, et surtout que les acteurs privés en fait permettent souvent de boucler le budget de la production de ces espaces ferroviaires, soit à travers la valorisation foncière, soit aussi à travers la taxation, qui sont 2 leviers importants dans les villes américaines. Pour ce qui est de Florence, elle a travaillé notamment sur les espaces abandonnés et sur la place des investisseurs privés dans ces quartiers où les maisons sont vacantes, où se trouvent un certain nombre de friches. Et tous les deux, en fait, ont montré que dans les villes, qu'il s'agisse de projets ferroviaires ou alors de projets de logement, la priorité est souvent donnée aux projets haut de gamme, qu'il s'agisse de condominiums ou de logements plus luxueux. Et que dans les 2 cas, ce qu'on observe, c'est la place de plus en plus imposante des acteurs privés, leur multiplication, et qu'on n'est pas forcément dans un millefeuille, car tous les échelons ne se superposent pas aux États-Unis, mais qu'on a aussi progressivement en fait, cette domination des acteurs privés sur le public.
Pour la deuxième question de cette table ronde, on leur a demandé quels étaient les effets en fait, de ces partenariats publics-privés dans la production des espaces urbains, et notamment sur les inégalités. Est-ce que ces partenariats publics-privés permettent de les réduire ou les accroissent, ou n'y participent pas en fait? Il y a eu un certain consensus dans les deux cas sur le fait que les partenariats publics-privés n'avaient pas forcément pour objectif de réduire les inégalités. Dans ce qui est de la production des logements, et notamment des logements des quartiers les plus pauvres, dans le cas de la présentation de Florence, qu'elle a montré, c'est qu'en fait, les acteurs privés accroissent les inégalités et participent de la paupérisation de populations déjà vulnérables, notamment dans le cas de Chicago, dans les quartiers afro-américains, notamment de classe moyenne pauvre, qui se voient en fait dépossédés du seul héritage familial qu'ils avaient. Pour ce qui est de Mathieu, il nous a montré un certain nombre de partenariats publics-privés de gares à San Francisco, en Floride ou dans d'autres États. Il avait une vision un peu plus nuancée sur le fait que, de toute façon, ces services n'existent pas. Et en fait, sans les acteurs privés, ils n'existeraient pas. Alors, souvent, ces projets permettent de densifier un réseau, mais ne visent pas très souvent en fait, à desservir les quartiers les plus pauvres. Donc, ici, ça permet peut-être de ne pas les accroître, mais en tout cas, ça ne permet pas de réduire les inégalités, et ça dépend vraiment des États et des configurations politiques de ceux-là. La troisième et dernière question de cette table ronde portait plutôt sur la manière dont il pouvait y avoir une forme d'espoir en fait, derrière cette montée croissante de partenariats publics-privés. On a posé la question du coup d'outils, de leviers, de ressources qui pouvaient être mobilisées dans le cadre de ces 3P, de ces partenariats publics-privés, pour justement mieux réorienter les objectifs et qu'il y ait une recherche d'une plus grande justice socio-spatiale, d'une plus grande durabilité environnementale et du coup d'une logique beaucoup plus redistributive. Alors ce qui a été mentionné par Florence notamment, c'est plusieurs types de dispositifs plus ou moins efficients, plus ou moins efficaces. Généralement parlant, elle était plutôt critique de leur efficacité, mais on pense d'abord aux banques foncières et puis également au démantèlement du patrimoine municipal, qui étaient deux logiques ou leviers qui permettaient justement eh bien, de pouvoir réorienter certaines tendances de cette production publique-privée. Alors les community land trusts ou banques foncières, le seul souci, ou en tout cas la contrainte par rapport à leur efficacité, c'est qu'elles dépendent de financements qui ne sont pas pérennes. Donc ce sont des manières de sécuriser ou de mobiliser du stock foncier pour justement permettre eh bien, une acquisition qui va être prioritaire pour les riverains de certains quartiers, qui va être ciblée pour permettre justement de recréer éventuellement une réactivation de certaines parcelles ou de certains lots. Mais le souci, c'est que la garantie en fait, des ressources nécessaires financièrement au maintien de ces CLTs n'est pas toujours garantie, puisqu'il y a un côté cyclique à la mobilisation de fonds pour continuer à alimenter ce système eh bien, de justice foncière. Le deuxième levier qui était évoqué par Florence, celui du démantèlement du patrimoine municipal, eh bien, il a permis de mettre en mouvement une sorte de mécanisme de réallocation, en tout cas de mise à disposition ou à vente de parcelles à un prix symbolique de $1 pour tenter justement de réactiver certains territoires ou micro-territoires qui constituent la ville de Chicago. Et là encore, malgré un cadrage de ce type de dispositif, ce qui était difficile, c'était d'éviter les logiques de spéculation inhérentes en fait, à cette offre et cette demande qui ne parvenaient pas du coup à eh bien, enrayer ou à éviter des logiques prédatrices qui vont être celles des acteurs privés eh bien, alléchés par l'appât du gain associé à ces parcelles qui coûtent $1 symbolique. Pour Mathieu, dans le domaine des transports, il y avait quelque chose qui était pour le coup inversé, puisqu'il considérait qu'il n'y avait pas nécessairement assez de cadres contraignants dans les partenariats publics-privés pour vraiment parler de leviers, de ressources ou d'outils qui viendraient justement orienter d'une certaine manière les partenariats publics-privés. Il mentionne justement Hudson Yards, donc Hudson Yards qui est un quartier d'affaires récemment redéveloppé dans la ville de New York, la pointe sud de Lower Manhattan, qui est un quartier presque
sécessionnaire, entre guillemets, parce qu'il vit de manière complètement indépendante du reste des systèmes de services ou du millefeuille d'ailleurs décisionnel qui est celui de la ville de New York, puisqu'il est géré, régi par un BID, un Business Improvement District, qui est un peu tout puissant en matière de gestion, de maintenance, de fonctionnement du quartier. Donc les deux se rejoignaient dans l'idée de dépasser une opposition classique qu'on retrouve entre public et privé quand on parle des 3P. Ils parlaient quand même du fait qu'il y a une sorte de zone grise entre les deux, qu'on est toujours dans une collusion très forte entre privé et public quand on parle des États-Unis. Et que du coup, cette collusion, elle est très très forte aussi dans la compréhension de cette non-séparation réelle des acteurs privés et des acteurs publics.